Madame, Monsieur, dans Stop Covid-19. Alors, Stop Covid-19, justement, impose dans une certaine mesure le confinement partiel ou total. Il n'en est pas moins. Vous savez que depuis le 10 mars 2020, les Congolais adoptent, ou mieux, sont en train d'adopter de nouvelles habitudes dues à cette pandémie. Mais la question est, avec quel état psychologique? Nous allons en parler avec un psychologue clinicien, le chef des travaux Jean-Claude Mukanzo de l'Université de Kinshasa. Bienvenue à vous. Merci. Alors, la première préoccupation, c'est dans quelle mesure le confinement peut impacter sur la psychologie humaine? Merci madame. Pour arriver d'abord à cette question, je reviens sur ce que vous avez dit, l'état d'esprit. Voilà. Quel est l'état d'esprit actuel par rapport à ce que nous vivons comme problème? Il faut dire que sur le plan psychologique, la pandémie, comme la situation toute situation de crise, il y a des comportements qu'on attend individuellement ou collectivement dans la communauté. Mais ces comportements-là est fonction de ce que nous appelons la représentation mentale de la maladie. Comment nous nous représentons cette pandémie? C'est cette représentation-là qui va guider finalement les différents comportements face à tout ce que nous avons comme des mesures qu'on prend dans le cadre de la riposte. Alors par rapport à cette représentation de la maladie, il faut dire que nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo. La maladie a commencé ailleurs, en Chine. Et les Congolais ont une image de la Chine. Aujourd'hui, ce n'est plus la Chine, c'est l'Italie qui vient en tête, qui est un pays européen. Il y a les États-Unis d'Amérique, disons toute l'Europe. Alors, ce que les Congolais ont dans la tête par rapport à ces milieux, à ces peuples-là, c'est que ce sont des Blancs. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens, ils ont des systèmes de santé très efficaces. Maintenant, ils apprennent que ce sont ceux-là qui meurent presque comme des mouches. Vous avez vu qu'il n'y a pas de jours en Italie, dans un seul jour, on a compté près de 1000 morts. Tout cela, quand les Congolais se réalisent, ils se disent, ah bon, eux meurent de cette façon-là. Alors nous, les Africains, les Noirs, qui n'avons rien, qui n'avons pas de système de santé efficace, comment allons-nous nous en sortir? C'est ça, ce questionnement-là, effectivement, ça va engendrer la peur d'abord d'une façon générale. La peur caractérise vraiment les comportements de la population dans les situations de crise comme celle-ci. Mais cette peur, il faut dire qu'il y a des degrés de la peur. La peur normale, c'est cette émotion que chacun de nous doit avoir. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'êtes pas normal. Mais en dehors de la peur normale, il y a un autre degré. La panique, c'est aussi la peur. C'est donc une peur, mais beaucoup plus accentuée. Et après la panique, nous avons un autre degré de la peur qui est une peur pathologique. Voilà. Dans ces cas-là, on parle soit de la phobie, soit de l'angoisse, ou encore de l'anxiété. Ouais. Ce sont des degrés de peur. Et dans la situation actuelle, vous allez remarquer que nous avons, selon les dispositions de chacun, nous réagissons par rapport à ces différents degrés de la peur. Ceux qui ont la peur normale, effectivement, quand on a peur, c'est pour prendre des dispositions, pour se défendre. Et tous ceux-là qui ont la peur normale cherchent des informations. Ah oui, ok. Comment nous pouvons nous protéger contre la maladie? Comment avons-nous franchi la barre de sang contaminé? Voilà. Ils peuvent écouter les conseils des médecins, des psychologues, des infirmiers, pour qu'ils prennent des mesures pour se protéger. Ceux qui ont la panique, ceux qui ont pris par la panique,
et vont au-delà. Ils ne se contrôlent pas. Ce sont ceux-là, vous avez appris qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils prennent n'importe quoi. Ok. Ah, voilà. Si on lui dit... Certains sentent des symptômes à tout moment. Ah, mais j'ai la toux. Effectivement. Est-ce que je ne fais pas la fièvre? Voilà. Touchez-moi un peu. Il suffit qu'il ait un peu de mal de tête, directement il pense à la maladie. Et cela va s'aggraver. Il va sentir effectivement, c'est la peur toujours. Et troisième degré, c'est cette angoisse. En ce moment-là, ce n'est plus la maladie. Il y a mutation entre la maladie et la mort. Les gens ne vont plus voir Covid. Mais quand on dit Covid, ce qui passe dans sa tête, c'est la mort. Alors, ça, c'est la dernière étape de la peur. Quand on arrive à cette dernière étape de la peur, où on n'est plus conscient de ce dont on a peur, les comportements changent. Et souvent, on pose des actes inconscients. Et c'est dans ces groupes-là que vous trouvez des gens qui nient, qui ne peuvent pas croire, qui ne peuvent pas accepter que la maladie dont on parle existe. Mais ils évoquent Dieu. Ils disent si ça existe, donc Dieu n'existe pas. Effectivement. Nous résistons parce que Dieu est là. Oui, c'est ça. On appelle ça des mécanismes de défense. On doit trouver des raisons là qui sont acceptables pour que son opinion passe. Donc ça, ce sont des gens qui sont allés plus loin, qui ont changé l'objet qui est aujourd'hui Covid, qui est la maladie, le virus, et ils confondent ça à la mort. Puisque pour eux, quand il y a Covid, c'est que nous mourrons, nous n'allons pas survivre. Ouais. Voilà. Ce sont ces différents degrés qui vont déterminer effectivement les comportements de chacun pendant toute cette période de l'épidémie. Alors, lorsque vous définissez les choses comme ça, on peut demander s'il y a des avantages et des risques par rapport au confinement. Voilà. Le confinement fait partie des mesures que la riposte met en place pour amener, pour aller vite vers l'interruption de la chaîne. Puisque l'objectif, c'est couper la chaîne de transmission, que les gens ne se contaminent plus. C'est ça. Si les gens ne se contaminent plus, la maladie se termine. Alors, parmi les mesures qu'on a prises, c'est le confinement. Comment les gens vont réagir par rapport au confinement? Le premier groupe, les gens qui ont peur, la peur normale, le confinement, c'est une mesure salvatrice pour eux. C'est bien. Il est même capable de te dire, je préfère même rester chez moi, même si je n'ai pas mangé, pourvu que je n'attrape pas la maladie. Ça, c'est quelqu'un qui a la peur normale. Mais ceux qui sont arrivés jusqu'au niveau de la panique, ceux-là n'ont pas un comportement très cohérent par rapport à ce confinement. Puisqu'il écoute tout. Tout ce que les gens disent, il est sensible. Et finalement, si on lui dit, non, pour faire ça, il faut faire ceci, il accepte. Quelqu'un d'autre peut lui dire, non, si tu fais ça, ça peut... Il peut encore accepter ça à cause de cet état de panique. Et le troisième groupe, ceux qui sont presque dans l'inconscience, qui nient l'existence de la maladie, le confinement pour eux, c'est un calvaire. Ils ne peuvent pas accepter qu'ils se confinent, qu'ils restent à la maison. Alors que ça n'existe pas. Voilà, encore, la maladie n'existe pas. Pourquoi vous nous demandez de rester? Dieu contrôle, on nous demande un confinement. Ce sont ces gens-là qui constituent un groupe à haut risque. Un groupe à haut risque, puisque facilement ils peuvent attraper la maladie, facilement ils peuvent aussi la propager dans la communauté. Donc, c'est par rapport à ces différents degrés de peur que les gens réagissent au confinement. Vous allez voir même dans la communauté, vous trouverez des gens qui discutent, il y en a qui sont d'accord avec ces mesures. Il y en a qui sont contre ces mesures. Mais on va chercher toujours des raisons. Quand on est contre, bon, on nous demande de nous confiner, comment on va manger. Mais entre la vie, la mort que la maladie peut vous apporter et être à la maison, manger sa banane, qui peut choisir la mort? Personne. Voilà un peu ce qu'il y a. Alors, par rapport à ces états-là, le confinement peut avoir des conséquences psychologiques. Les conséquences psychologiques, surtout pour ces deux derniers groupes, des gens qui sont
qui paniquent trop par rapport à la maladie, et c'est là qui ont l'angoisse de la mort, qui pensent que à tout moment ils peuvent mourir parce qu'on parle de... Alors ces gens-là vont développer, vont vivre dans un état de stress pendant longtemps. Si le confinement va durer une semaine, un mois, 2 mois, ce stress permanent, effectivement, risque même de provoquer certains troubles, certaines maladies, même physiques, chez ceux-là. Mais pour ceux qui sont conscients, ceux qui ont la peur de la maladie, qui pensent que quand devant la maladie, il faut se protéger, ceux-là n'auront pas de problème. Ils sont capables, c'est ce qu'on appelle la résilience, ils sont capables effectivement de réagir autant de mois que cela peut prendre. Vous allez voir qu'à la fin, ils s'en sortiront sans problème, ils n'auront pas de problème sur le plan psychologique. Est-ce qu'en tant que psychologue et même clinicien, vous conseillez aux gens, après pareille crise, de consulter les psys parce que c'est aussi un problème, notamment à Kinshasa, en République démocratique du Congo, on pense qu'aller rencontrer un psychologue pour parler de son état, on est assimilé aux malades mentaux. Il y a un problème. C'est ça le problème. Je sais que ça évolue quand même, parce qu'il n'y avait pas la psychologie avant. Maintenant, nous avons des promotions et des promotions où on met sur le marché des psychologues cliniciens, mais des psychologues généraux. Le problème, c'est que quand on ignore, quand on ne connaît pas, hein, on souffre beaucoup. Il n'y a pas de spécialistes en sciences humaines qui donnent, qui offrent des cadres de liberté comme les psychologues. Le psychologue est là pour écouter tout celui qui a un malaise de quelque degré que ce soit. Et aussi, c'est parmi où le spécialiste qui est le plus lié à ce qu'on appelle le secret professionnel. Tout ce que vous allez raconter au psychologue, ça restera entre vous et lui. Jamais ça peut sortir dehors. C'est ça le cadre. Dans cette situation, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir avec des problèmes seuls. Ils ne savent pas où aller. Si vous avez l'adresse des psychologues, n'hésitez pas qu'ils aillent demander conseil, qu'ils aillent dire ce qu'ils ressentent pendant cette période. C'est une façon de les aider pour qu'ils verbalisent un peu ces émotions négatives qui peuvent faire qu'ils retrouvent l'équilibre dont on a besoin pour une vie meilleure. Peut-être qu'ils ont trouvé refuge auprès des hommes de Dieu. Ça, effectivement, vous avez appelé ça refuge. Quand vous vous réfugiez, vous n'avez pas résolu le problème. Se réfugier, c'est comme quelqu'un qui a des problèmes et qui commence à fumer, qui commence à prendre de l'alcool, à se droguer. Est-ce qu'on a résolu le problème puisqu'on s'est drogué? Non. C'est la même chose. Quand on va derrière l'église, ça, vous avez cherché un refuge, mais vous n'avez pas résolu le problème. Le psychologue, lui, vous aide à résoudre les problèmes. Et quand le problème est résolu, le reste de la vie, voilà, il n'y a pas de problème. Au lieu de vous réfugier, venez plutôt poser des problèmes. Comme ça, on va vous aider à les résoudre. Quand il est résolu, vous menez maintenant la vie de manière normale. C'est ça le conseil que je peux donner, effectivement, à tous ceux qui souffrent et qui veulent rester avec leurs problèmes ou chercher à aller danser quelque part, je vais faire ceci pour oublier, je vais boire pour oublier. Là, vous ne résolvez pas. Au contraire, vous l'aggravez. Puisque tant que cela reste toujours en vous, ça vous ronge de l'intérieur. Et demain, vous allez développer une pathologie incurable. Et, comme nous sommes les Africains, c'est votre oncle, c'est votre tante que vous allez accuser de sorcellerie. Il y a un nouveau concept avec quoi il faut faire la distanciation sociale. Est-ce que ça passe avec l'africanité, avec la congolité? Oui, et je voudrais qu'on comprenne bien ce qu'on appelle distanciation sociale, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'interprétations. Dans le cadre de Covid, quand on dit distanciation, c'est effectivement garder la distance. Exactement. Garder une distance qui évite des contaminations interhumaines, puisque aujourd'hui, le virus, nous le transmettons d'un homme à un autre. C'est pourquoi on demande cette distanciation. C'est vrai, quand on ajoute social, ça va aller dans beaucoup de choses. Voilà.
les funérailles, le mariage, ce sont des faits sociaux. Effectivement, puisqu'il y a des restrictions, c'est pourquoi les sociales là vont aller jusqu'à ce niveau-là, bien sûr. Mais demander si ça peut avoir des conséquences, oui, c'est par rapport aux habitudes, par rapport à la tradition. Les Africains, nous sommes déjà habitués à un certain nombre de pratiques, notamment ces mariages, ces funérailles. Nous aimons trop nos cadavres, nous voulons bien l'entourer, nous aimons le mariage, nous allons danser jusqu'à l'aube. Des mesures comme ça, quand ça arrive, effectivement, ça vous oblige à un changement brusque, n'est-ce pas? C'est stressant. C'est stressant. Mais ce n'est pas un stress qui peut être considéré comme un stress négatif, qui peut vous amener jusqu'à des troubles. Seulement, dans la catégorie de gens que j'ai, là où je vous ai dit, ce sont des gens qui sont presque dans l'inconscience. Ok. Ces gens-là, effectivement, en souffrent. Ils en souffrent énormément. Puisqu'il y en a, si quelqu'un n'est pas très fort psychologiquement, ils peuvent même se donner la mort. Il peut se suicider. Il se suicide. La Libye, c'est que, bon, on nous demande de ne plus faire ça, on nous demande de ne plus faire ce qu'on faisait avant. Alors pourquoi moi je veux continuer de vivre? Je me donne la mort. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il y a une catégorie de gens, effectivement, qui souffrent physiquement et mentalement de ce genre de mesures. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une évidence. C'était une nouvelle maladie. C'est une maladie qu'on ne maîtrise pas encore. On ne peut pas faire autre chose que prendre des mesures, même impopulaires. Maintenant, le problème, c'est que qu'on ait des gens, effectivement, dans la riposte, il y a des gens qui sont là pour la communication. Communiquer. Faites passer les messages à la communauté, à la population. Approchez la population. Amenez-la à comprendre, à changer certaines habitudes. C'est ce qui peut nous réduire un peu la souffrance par rapport à ces mesures qu'on a prises. Vous parlez de la communication, vous avez aussi travaillé de la riposte contre Ebola, où on a eu aussi à faire quelques remises en question par rapport à l'aspect communicationnel. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, avec la riposte, parce que finalement c'est le même coordonnateur qu'on transpose, peut-être éventuellement avec certains déjà qui avaient travaillé avec lui autrefois, vous pensez que cette fois-ci, la communication est améliorée ou tend à s'améliorer? Oui, je pense que chaque fois qu'on connaît une situation comme celle-ci, ça constitue une expérience. La prochaine fois, on tire les leçons de ce que nous avons connu, comme ça on améliore. Je suis confiant, je suis optimiste que les amis qui ont en charge de communiquer avec la communauté vont faire des efforts. Mais pour y arriver, il faut effectivement comprendre ces soubassements. Il faut voir dans tel groupe de population, qu'est-ce qu'il faut avoir comme message et quelle méthode utiliser pour les amener au changement. C'est le travail qui doit se faire en amont pour que les amis de la communication n'aillent pas, n'utilisent pas, ne restent pas dans la routine. Alors, puisque ceci, il faut dire ça aux gens comme on l'a toujours fait. Non, non. Chaque crise a ses spécificités, notamment cette crise avec tout ce qu'il y a. C'est différent d'Ebola. Vous avez cité Ebola. Effectivement, c'est la crise comme Ebola, mais ces virus, Ebola, après 10 ans d'expérience dans notre pays, nous avons quand même un certain nombre de connaissances sur Ebola. Et Covid vient d'arriver. Il surprend tout le monde. Tout le monde. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà maîtrisées avec Ebola, qu'on ne maîtrise pas maintenant. Alors ça demande vraiment que ces amis-là qui communiquent prennent ces différentes spécificités de Covid pour améliorer le message, améliorer la méthodologie. Comment faire passer ces messages? C'est de cette façon-là qu'on peut obtenir le changement que nous attendons dans la communauté.
Puisque maintenant, là, il faut se dire que la communauté ne doit pas être trop exigeante. Non. C'est pourquoi vous avez vu que même dans les mesures que le chef de l'État a prises, il a parlé de l'état d'urgence sanitaire. Quand on dit état d'urgence, c'est que nous perdons certains de nos droits. Donc, dans la situation actuelle, la population doit être appelée à ne pas être trop exigeante, mais plutôt à accepter ce qu'on demande. C'est le prix à payer pour que nous sortions de cette situation. Tout à l'heure, en parlant de la distanciation sociale, vous avez aussi évoqué les deuils. Ouais. Alors qu'il y a une catégorie quand même de la population, surtout quinoise, qui salue cette mesure et qui souhaiterait que même après cette pandémie, qu'on s'en tienne à ces dispositions-ci. Vous pensez qu'ils font partie de la catégorie de ceux qui ont peur de prendre en charge les obsèques? Voilà. Donc, j'ai déjà écouté ça aussi dans la communauté. Ah, si ça continue comme ça, c'est une bonne chose. Mais il y a un problème de coût, monsieur le psychologue. Les coûts, ouais. Nos deuils coûtent trop cher. Très cher. Autant faire la fête que faire le deuil. Voilà. Même nos mariages. Mais le mariage, c'est un moment de joie. Je ne pense pas que les gens disent c'est fini, les mariages deviennent intimes, 3-4 personnes. Non, ça ils ont parlé de deuil. Mais pour après le deuil, tout, c'est un cadavre qu'on va aller enterrer. Effectivement. Pourquoi faut-il pour le deuil, c'est un besoin qui naît de plus en plus. Avec les conditions socio-économiques que nous connaissons, les gens, la majorité, croient qu'on peut s'en passer. Mais il y a les conditions sanitaires qui doivent être prises en compte aussi. Voilà, voilà. C'est-à-dire, si les gouvernements maintiennent ce genre de mesures après Covid, bon, je pense qu'ils vont d'abord étudier tous les paramètres. Mais si nous ne le souhaitons pas, on fait longtemps avec l'épidémie. Longtemps avec l'épidémie, ça sera un moment d'apprentissage pour la population. Même ceux-là qui pensent qu'il faut continuer à s'accrocher aux cadavres, aux morts, ils vont changer. Ils vont changer avec le temps que ça va prendre. Ils disent, bon, mon frère, mon ami n'a pas vu son père. Ma copine n'a pas vu son frère. Tel n'a pas vu. Et finalement, ça devient un apprenti pour dire, ah, c'est la même chose moi aussi. Si jamais mon père partait, je ne le vois pas voir, qu'est-ce que ça va faire? À ce moment-là, c'est comme une nouvelle habitude que les gens vont acquérir et ça peut marcher. Alors on assiste à des humours du genre stop à l'infidélité de Marie parce que c'est le plus infidèle dans des ménages, on suppose. Heureuse nouvelle pour les célibataires, les enfants sont contents d'avoir les parents tout le temps. Est-ce que ce confinement n'impacte pas aussi sur le mental des couples, des enfants, des familles? Ça dépend. Ça dépend, mais je pense, les humours là, c'est vrai, les gens peuvent jeter, mais c'est aussi des réalités aussi, des réalités. Peut-être il y a une femme qui a dit, moi maintenant là, je suis la plus heureuse puisque chaque jour il est là, il ne sort pas. C'est le confinement. Voilà, c'est par rapport à l'expérience qu'elle a. Mais est-ce que ça arrange comme ça son mari? Bon, son mari, généralement, ça n'aura pas un impact négatif sur lui, généralement, dans peut-être des cas particuliers. Mais en général, un mari qui sait qu'il est là parce qu'il y a une situation particulière, il se prépare. Il se prépare et il accepte la situation. Et à la fin, il s'en sort sans problème. Mais des cas particuliers, ça dépend de la personnalité de chacun. Il y en a peut-être qui pense qu'il est à l'aise ailleurs que chez lui à la maison. Il y a des maris, il y a des hommes comme ça. Alors si il pense que lui est mieux ailleurs que chez lui, alors ce moment pour lui c'est un calvaire. C'est un calvaire puisqu'il ne peut pas aller là où il était toujours à l'aise. Ce sont ces gens-là, effectivement, qui ne manqueront pas de problèmes après ou pendant ces confinements. Nous parlons du confinement, mais parfois on fait moins attention aux patients qui sont eux aussi confinés. Ils sont et malades et confinés. Comment ils font pour s'adapter? Comment ils devraient faire? Je vous dis que ce n'est pas facile. Vous avez dit que j'ai travaillé dans Ebola, oui, mais aussi dans les Covid, je suis là. Je travaille là, non?
Moi-même, j'ai déjà vu des malades. J'ai déjà parlé avec des malades. Ce sont des moments très durs pour les malades. Ce sont des moments où les gens expérimentent presque la mort. Lui annoncer déjà, annoncer le diagnostic. Papa, maman, vous avez le coronavirus. C'est tout de suite là un choc. Le choc là, c'est quoi? Il s'est dit, ah, maintenant je suis candidat à la mort. Oui. C'est dans cet état-là qu'on va l'amener à l'hôpital. C'est dans cet état-là qu'on peut le confiner aussi chez lui à la maison. C'est pas facile pour avoir le sommeil. Si on ne dort pas, pourquoi? Quand on fait des insomnies, généralement c'est à cause de la peur. Les insomnies, c'est sous-tendu par la peur. Quelqu'un qui a peur de mourir, il ne peut pas avoir sommeil. Non. Il n'aura pas sommeil. Il attend la mort, il veut voir la mort. Voilà. Il pense qu'en dormant, il va partir, c'est fini, je pars. Ouais. C'est pourquoi le sommeil ne vient pas. C'est parmi les calvaires des amis qui sont malades. C'est pourquoi ils ont besoin d'un soutien psychologique permanent. Permanent. L'organisation qui est en place, dans chaque structure, là où on prend en charge les malades, nous avons placé des psychologues cliniciens, des psychologues cliniciens, des psychologues cliniciens. Ils font des tours de salle pour voir les malades, parler avec eux, les réconforter. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà dit au début que les psychologues, c'est les spécialistes des sciences humaines qui offrent un cadre de liberté, un cadre où la personne peut s'exprimer. Ils le font chaque jour. Tout ça, c'est parce que nous avons compris la souffrance de ces malades-là. Il est déjà malade sur le plan physique. Il faut faire un effort pour que mentalement, il soit un peu à l'aise. Comme ça, ça va impacter aussi, même sur le traitement qu'il est en train de recevoir. Voilà ce que nous faisons. Mais la question que vous avez posée, je vous dis, les malades là, ce sont des gens qui souffrent psychologiquement, qui ont une souffrance psychique énorme. Et au niveau de la réponse, on n'a pas laissé ça. On a prévu toute une commission, on appelle ça prise en charge psychosociale. Et on a recruté des psychologues cliniciens qui sont là, qui accompagnent les malades chaque jour pour les mettre quand même dans cet état où ils peuvent recevoir les soins dans les meilleures conditions. Vous avez quelques conseils à prodiguer pour résister pendant le confinement, en couple, en famille? Oui. Le premier conseil, c'est un effort à faire pour accepter la situation. Il ne faut pas nier une réalité. La réalité, quand elle est là, elle s'impose, elle est têtue. Si vous la niez, vous souffrez. Elle est là, elle ne souffre pas. La maladie ne souffre pas. Covid, c'est une maladie. Vous la niez, c'est vous qui souffrez. Mais si vous l'acceptez, vous dites oui, c'est une situation qui arrive, qui est déjà arrivée. La Chine, plus d'1 milliard d'habitants. On parle de 8 000, 9 000 morts. Ce n'est même pas 10%. N'est-ce pas? La même chose. L'Italie et les autres pays. Les gens ont accepté. Ils ont dit oui, c'est une maladie. Mais pourquoi on accepte la malaria? Si on vous dit que vous avez le palu, qui a déjà nié, jamais moi je n'ai pas la malaria. Il n'y a pas confinement et puis on connaît, on est habitué. Non, on dit est on habitué. se connaît. C'est parce que la malaria... Le contraire étonne d'ailleurs plus d'un. J'ai pas de malaria, comment ça se fait? Voilà. Si on vous dit non, vous n'avez pas la malaria, non. Vous savez pourquoi? C'est parce que la malaria a une solution. Nous avons des quinines, nous avons tous les produits qu'on peut utiliser pour guérir la maladie. Maintenant, avec les questionnements, pas de médicaments spécifiques pour Covid, c'est la mort que nous voyons en face quand on nous dit Covid. Voilà, donc je disais, le premier conseil, accepter la maladie. Accepter la situation. Quand on dit qu'il y a une maladie, il y a une pandémie, qui est déjà là, accepter, croyez. C'est la moindre des choses déjà pour que vous soyez dans de bonnes conditions physiques et mentales pour aborder le reste. Mais si vous avez encore des doutes, vous voulez encore chercher une nouvelle information, vous voulez fouiller des choses pour comprendre ce qui se passe parce que, ma chère, mon cher, vous vous mettez dans une mauvaise position.
vous allez souffrir psychologiquement, vous allez souffrir mentalement et vous allez faire souffrir les autres. C'est le grand conseil que je peux donner. Si vous avez déjà accepté, les mesures qu'on prend, vous n'allez pas les trouver embêtants. Ça va plutôt vous arranger. Tout ce qu'on vous demande de faire, vous allez le faire et vous allez prendre des précautions pour vous, pour votre famille, pour votre entourage. Et c'est comme ça que la maladie va se terminer. Vous savez le système de confinement. Supposons que nous disions aujourd'hui, personne ne sort. Nous faisons une semaine, chacun dans sa parcelle, même les rues sont désertes. Les 5 jours-là, il n'y aura pas de contamination. Sauf peut-être dans la même parcelle. Dans la même parcelle. En ce moment-là, c'est contrôlable. C'est contrôlable. Mais, vous savez, pour que la personne prenne des mesures comme ça, il faut qu'il ait des connaissances suffisantes par rapport à la maladie. Je vais quand même dire quelque chose par rapport à ça. Quelles sont les connaissances qu'il faut avoir sur le Covid? C'est un virus. Le virus, comme tout virus, n'a pas de médicaments comme tel. Les médicaments qu'on donne, c'est pour renforcer l'immunité. On renforce vos anticorps et les anticorps tuent le virus. C'est comme ça que les médecins travaillent en face du virus. Le Covid qui vient, c'est une maladie. Elle tue, oui, mais elle ne tue pas tout le monde. C'est pas comme Ebola. Ebola tue beaucoup que Covid. Il y a des gens qui attrapent Covid. Il y en a nombreux qui ont déjà attrapé Covid et le Covid a été tué dans leur corps sans qu'ils le sachent. Sans qu'ils le sachent. Ils ont développé tout de suite les anticorps. D'eux-mêmes, sans souffrir. Peut-être qu'il a une simple... Pendant 2-3 jours, l'affaire est terminée. Il avait Covid, sans le savoir. C'est pourquoi même les enfants. Pourquoi les enfants résistent beaucoup à ça? Il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà attrapé ça, qui n'ont pas fait la maladie. Et ça n'ont pas été innervés. Voilà, qui ne se sont pas fait dépister. Tout ça s'est passé. On a tellement dramatisé cette maladie que tout le monde pense que quand on dit Covid, c'est la mort. Non, non. C'est une maladie comme... D'ailleurs, les paludismes tuent plus que le Covid. En Afrique, au Congo. La malaria nous tue plus que le Covid. Ça, il faut qu'ils le sachent. Quand on sait que c'est une maladie comme toute autre, c'est une maladie d'ailleurs qui se guérit spontanément, même si on n'a pas pris de médicaments, on peut avoir des pieds sur terre, écouter ce que le médecin donne comme conseil et appliquer ça. Mais quand on met dans la tête, on pense que c'est la fin du monde parce que les Blancs sont morts, parce que... Non, c'est en ce moment-là que ça va nous poser beaucoup de problèmes dans notre communauté. Voilà, votre dernier mot, ce sont des recommandations d'un psychologue clinicien, monsieur le chef des travaux, Jean-Claude Mukanzo. Nous vous remercions. Merci, madame. On espère vous retrouver après cette pandémie. Il n'y a pas de problème. On va vite en finir. Madame, monsieur, on va marquer notre stop à Stop Covid de ce jour. Prenez soin de vous. Au revoir.